xoolal fii voilà. Par un navigateur portugais du nom de Denis Diaz. Et cette île d'esclavage a duré 3 siècles et demi, voire 4 siècles. Commencé exactement en 1536, après la découverte de l'Amérique. Elle a été abolie en 1848 par un député français, Victor Schœlcher. Et dans cette île, comme je vous dis tout à l'heure, tous les bâtiments sont des bâtiments d'époque. La première a été construite en 1482. C'était un centre de transit. C'était des centres de transit les plus importants dans l'Est Afrique. On gardait ici les esclaves 2 à 3 mois. Après, ils étaient sortis, vendus et déportés. C'était avec le génocide des Juifs. Ça, c'est le PC2, Jean-Yves. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Cette maison, comme vous le voyez, à cette époque, contenait 150 voire 200 esclaves tout en bas. En haut, c'était réservé pour les blancs. Et chaque cellule avait son lot bien détaillé. Comme vous le voyez, par exemple, cette cellule-là, c'était la chambre de pesage. Les esclaves hommes, avant d'être embarqués, devaient être pesés ici. Ils devaient avoir au minimum 60 kilos. Il y avait une sélection rigoureuse à propos des esclaves qui devaient être déportés. Parce qu'ils devaient être costauds et valides, en même temps rapides et en bonne santé. Donc ils étaient pesés et quand l'esclave atteignait les 60 kilos, ils étaient sortis, vendus et déportés. Et là, comme par exemple, c'était pour les hommes. À cette époque, les esclaves hommes étaient mis là-dedans. Ils s'en mettaient à peu près la chambre de pesage, vous pouvez peser les esclaves hommes. enchaînés par des contrats pour garder ici les esclaves avaient le droit de porter pour manger, aller se toiletter. Pour ces hommes-là, ces 3 cellules. On va voir par là. Et certains matériels.
certaines jeunes filles donc trouvaient un intérêt à se faire enceinter par les marchands d'esclaves pour pouvoir bénéficier de cette semi-liberté-là. Après la cellule des jeunes filles, vous avez celle-ci, vous voyez bien que c'est marqué inapte temporaire. Parce que la valeur d'un homme dépendait de sa force physique et de son poids. Seuls les hommes étaient pesés. Le poids minimum était fixé à 60 kg. Tous les esclaves qui ne faisaient pas ce poids étaient considérés comme inaptes, du moins temporairement. Dans ce cas, ils étaient installés dans la cellule des inaptes temporaires pour y être engraissés comme du bétail. Voilà, ils les engraissaient avec des haricots de chez nous, que nous appelons le niébé. Vous savez, le niébé, voilà, ce sont les haricots très farineux. Après cela, en entrant dans cette maison, vous avez vu ces deux escaliers en forme de fer à cheval dans la cour, sous lesquels vous avez des cachots qui étaient réservés aux récalcitrants. Ces esclaves qui se rebellaient tout le temps contre leur maître, on les mettait donc sous les escaliers pour les punir. La punition, c'est l'impossibilité pour ces pauvres de pouvoir se tenir debout, vu que le plafond est très bas. Alors l'anecdote, c'est que nous avons eu le privilège de recevoir ici Nelson Mandela, c'était en 1991. Malgré le refus du protocole, Mandela s'était glissé dans cette cellule-là sous ses escaliers. Il y était resté pendant quelques minutes, mais quand il en était ressorti, il avait les larmes aux yeux. Vous certainement qu'il s'était rappelé un peu les longues années passées en prison sous le régime de l'apartheid. Après ça, vous avez là-bas, au fond, la grande cellule des récalcitrants. Cette cellule a la particularité d'être la plus humide. C'est pour cela d'ailleurs qu'à l'époque, on avait remarqué que les esclaves qui y séjournaient étaient souvent malades, soit de pneumonie ou d'autres maladies causées par l'humidité. Et là, vous êtes chez les femmes. Vous remarquerez que c'est la plus grande cellule de la maison, elle est très grande. Voilà, 25 à 30 femmes, presque nues, étaient assises au sol dans cette cellule-là. Elles étaient traitées de la même manière que les hommes. Alors, je m'avais rappelé qu'à l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent, c'était plutôt du troc. Et du point de vue troc, un homme de plus de 60 kg ou une femme vierge pouvait valoir un fusil, ou un baril d'alcool, ou une couverture, ou une certaine quantité de gomme arabique, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Un enfant pouvait valoir un miroir, ou un collier, ou des boucles d'oreilles, ou une pièce de tabac, ou alors un autre objet équivalent du point de vue échange. Mais attention, le produit de l'échange variait d'un continent à l'autre. Souvenez-vous qu'au départ, les bateaux négriers provenaient d'Europe. En provenance d'Europe, ils étaient chargés de tout ce qui était comme verroterie, tissu, alcool, armes à feu, munitions, barres de fer, épices, etc. Donc au départ de l'Europe, les bateaux étaient chargés de ces produits-là. Ces bateaux-là débarquaient en Afrique. Une fois en Afrique, ces produits-là étaient échangés contre les esclaves. Et les bateaux, cette fois-ci, remplis d'esclaves, quittaient les côtes africaines, traversaient l'océan Atlantique et se rendaient aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Une fois aux Amériques, ces esclaves étaient échangés contre d'autres produits, des produits qui étaient exploités là-bas. Café, cacao, canne à sucre, coton, tabac, bois, charbon, or, etc. Et les bateaux chargés de ces derniers produits, donc, quittaient les côtes américaines, retraversaient l'Atlantique et retournaient en Europe. Alors, vous voyez que le triangle était bouclé. Hein? Le départ, c'était l'Europe. Première étape, l'Afrique. Deuxième étape, les Amériques. Dernière étape, l'Europe à nouveau. C'est le fameux commerce triangulaire. Voilà, le produit de l'échange varié d'un continent à l'autre. Voilà. Après cela, vous avez l'étage. À l'époque, c'était le logement des marchands européens. Mais aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir comment pouvaient vivre ces Européens à l'étage avec toute la misère qu'il y avait en bas. C'est la grande question. Après cela, vous irez voir cette fameuse porte qui donne sur la mer. Pardon. Cette porte est appelée ici la porte du voyage sans retour. Vous devinez qu'on l'appelle ainsi parce que les esclaves, quand ils partaient, c'est bien par cette porte-là qu'ils étaient acheminés vers les bateaux. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Ils étaient embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. Alors, à cause des rochers au bord de la mer, les bateaux ne pouvaient pas s'approcher pour l'embarquement. Par conséquent, à partir de cette porte-là, on avait construit un quai en bois de palmier qui servait d'embarcadère. Mais naturellement, à chaque embarquement, les esclaves tentaient de s'évader, notamment en plongeant. Malheureusement, ils ne pouvaient jamais aller loin, parce que soit ils étaient fusillés par les gardiens, ou alors ils étaient systématiquement dévorés par les requins. Pourquoi ces requins? C'est parce qu'à l'époque, dans toutes les maisons d'esclaves celui de Gorée, les esclaves n'avaient pas le droit de tomber malades. En l'absence de tout médecin et surtout pour éviter les épidémies, tous les esclaves malades étaient systématiquement balancés dans la mer. En plus du sang et de ces cadavres-là, du fait que certains d'entre eux étaient fusillés, tout cela avait fini par attirer les requins. Voilà, il ne fallait pas tomber malade. Alors, nous avons par ailleurs eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage le pape Jean-Paul II. C'était le 22 février 1992, c'est exactement à partir de cette porte-là que le pape Jean-Paul II a officiellement demandé pardon à toute l'Afrique pour l'implication de l'Église dans la traite négrière à travers les missionnaires.
Voilà, les missionnaires, je rappelle au passage que c'était ces fameux prêtres européens qui étaient venus en Afrique pour enseigner aux Africains la religion chrétienne et la civilisation européenne. Malheureusement, ils ont été nombreux, ces missionnaires, à avoir été impliqués dans le commerce des esclaves. Voilà. Alors, en réponse à cette demande de pardon de l'Église par le biais du pape Jean-Paul II, les Africains sont unanimes à reconnaître qu'il faut certes pardonner, mais qu'il ne faut jamais oublier. Je m'en vais à présent terminer avec votre permission, par une petite note statistique pour vous dire que la traite négrière aura duré sur l'île de Gorée de 1536 à 1848. Vous voyez que cela fait un peu plus de 300 ans. 3 siècles pendant lesquels 15 à 20 millions d'esclaves en provenance des côtes ouest-africaines ont transité par Gorée à destination des Amériques, dont 6 millions sont morts de privation et de mauvais traitements. 6 millions. Alors, ces statistiques-là ne concernent en réalité que les esclaves qui ont eu à transiter effectivement par Gorée. N'oubliez pas qu'il y a eu d'autres esclaveries tout au long des côtes ouest africaines, d'où étaient partis plusieurs bateaux négriers à destination des Amériques, sans pour autant avoir transité par Gorée. Je peux vous citer quelques exemples. Au Nigeria, il y avait Lagos, Badagry et Calabar. C'était le grand marché d'esclaves. Si vous allez au Bénin, vous verrez Ouida, vous verrez Alada. Hein? Au Ghana, il y avait Elminan, il y avait Cape Coast. Au Congo, il y avait Pointe-Noire et Luango. Voyez-vous, en Angola aussi, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait Cape Town, etc. Pour dire que toutes les côtes ouest africaines étaient jalonnées de grands marchés d'esclaves. Par contre, en Afrique de l'Est, c'était avec les Arabes. On a tendance à les oublier. Les Arabes aussi ont pratiqué le commerce d'esclaves noirs. Les Arabes ont d'ailleurs commencé la traite fort longtemps avant les Européens. Souvenez-vous que les Européens ont commencé la traite au XVe siècle, surtout à la faveur de la découverte des Amériques. Fin XVe siècle, je vous le disais au début de mon propos. Alors que les Arabes l'ont commencé au VIIe siècle, ils ont poursuivi ce commerce d'esclaves noirs jusqu'au XIXe siècle. Et l'un des plus grands marchés d'esclaves, à l'époque avec les Arabes en Afrique de l'Est, c'était Zanzibar. Au-delà de Zanzibar, il y avait l'île Maurice, il y avait l'île de la Réunion, il y avait aussi Madagascar. Et les esclaves transitaient par ces îles-là pour aller jusqu'en Asie. Voilà. Hein? Et l'une des caractéristiques de la traite des Noirs par les Arabes, c'était la castration. Les esclaves étant castrés, ils n'avaient donc aucune possibilité de se reproduire. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, leurs descendants sont en Asie en infime minorité. Contrairement à ce que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, où vous retrouvez de fortes minorités de population descendant d'esclaves en provenance d'Afrique. La question se pose souvent, celle de savoir justement pourquoi ces Arabes castraient-ils leurs esclaves. Eh bien, ils les castraient pour deux raisons. D'abord parce qu'un homme castré, naturellement, devient plus costaud, et donc bon esclave. Ensuite parce que ces Arabes-là, étant jaloux de leurs épouses et de leurs concubines, pour ne pas avoir à les partager avec ces esclaves-là, ils les castraient tout bonnement et simplement. Voilà. Alors quant à moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir dit vraiment l'essentiel sur cette page douloureuse de l'histoire africaine. Il ne vous reste plus qu'à vous promener librement dans la maison et à faire vos photos partout où vous le voulez. N'oubliez pas de monter voir l'exposition à l'étage, elle est consacrée à cette histoire-là que je viens de vous relater. À l'issue de tout cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En sortant, vous me trouverez là-bas dans le couloir, à votre entière disposition. Voilà. Merci à vous d'être venus. Hein. Voilà. Ils s'est retrouvé, le père, la mère et les enfants, mais ils étaient toujours séparés de cellules. Et quand ils partaient pour les Amériques, leur destination dépendait des acquéreurs. Cela faisait que pour une même famille, le père pouvait se retrouver aux États-Unis, la mère au Brésil, les enfants en Haïti ou en Argentine. Vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Et ces esclaves, quand ils partaient de Gorée, ils perdaient leur nom. Ils avaient des numéros matricules. Une fois qu'ils arrivaient à destination, dans les plantations et dans les mines, on leur donnait les noms de leurs maîtres. Alors l'histoire nous apprend qu'aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais. Au Brésil, ils avaient des noms portugais. À Cuba, c'était des noms espagnols. Aux Antilles françaises, ils avaient des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves qui se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique ne portent pas leur nom d'origine africaine, mais plutôt les noms qu'ils ont hérités de la traite négrière. Voilà. Alors, à l'origine, cette maison n'était pas la seule maison d'esclaves. Au fort de la traite négrière, il y en avait plus d'une vingtaine sur l'île de Gorée. Et toutes ces maisons étaient régies par le même règlement intérieur qui voudrait que les esclaves soient toujours séparés de cellules selon leur âge et selon leur sexe. C'est pour cela que dans cette maison, vous avez dans la cour, à gauche et à droite, les cellules des hommes. Dans chacune de ces cellules pour hommes, on mettait 15 à 20 esclaves. Ils étaient presque nus, assis au sol, adossés au mur, enchaînés au cou et au bras. Ils n'avaient droit qu'à une seule libération par jour pour aller aux toilettes au bord de la mer. Quand ils y allaient, ils avaient aux chevilles une chaîne.
au milieu de laquelle se trouvait attachée une grosse boule en fer qui pesait 10 kg 300 et que l'esclave était contraint de traîner au sol en allant aux toilettes au bord de la mer, voyez-vous, justement pour l'empêcher de s'évader. Une seule libération par jour pour aller aux toilettes, naturellement, c'était suffisant. Par conséquent, il vivait dans cette maison dans les conditions d'hygiène si mauvaises que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée avait commencé ici même. C'était en 1779. Voilà, donc les cellules des hommes, vous les avez dans la cour de part et d'autre. Là-bas au fond, vous voyez que c'est marqué enfants. Les enfants, on les prenait pour deux raisons. D'abord parce que dans les plantations,